Alors, bonsoir à tous. Merci effectivement d'être là. Vous le comprenez, je suis évidemment très heureuse ce soir de rejoindre Roger Paul à cette table après les 2 premières séances d'échange que vous avez eues avec lui, en tout cas pour ceux qui étaient déjà présents les 2 dernières séances, échange sur son travail de philosophe et de passeur de la philosophie. Je tiens à remercier Stéphane Gaulier, notre hôte, pour son invitation, afin d'évoquer effectivement le travail commun que nous avons entrepris depuis quelques années en publiant ces 4 livres ensemble et surtout d'essayer, au fond, c'est l'exercice que nous allons essayer de faire ce soir, c'est d'établir des liens autour de ces livres que nous avons faits les uns après les autres, autour de cette idée des contours de l'humain au XXIe siècle. Une réflexion qu'au fond, on n'avait jamais pris le temps de faire, toujours préoccupé par la suite, la vie qui va, et qu'on a eu vraiment plaisir à mener pour arriver ici ce soir. Alors, bien sûr, les titres de ces ouvrages que Stéphane Gaulier a eu la gentillesse d'énumérer, nous n'évoquerons pas ici ce soir le journal que nous avons tenu tous les deux pendant la Covid, parce que beaucoup se sont adonnés à ce passe-temps pour dépasser la crainte et la sidération inédite, au fond, au moment de cette grande distanciation humaine jamais envisagée jusqu'alors. Donc, les 4 titres principaux sont suffisamment parlants pour envisager ce dont ils traitent, mais ne disent pas forcément ce qui les a fait naître et ce qui les relie. Alors, petit rappel, sans entrer dans les dédales de notre vie personnelle, Roger Paul et moi, nous nous sommes rencontrés en 2001. Et ce qui m'a sans doute le plus attiré, c'est probablement son esprit d'enfance, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses livres, son humour, son amour des mots, sa joie des calembours, mais c'est beaucoup plus sérieusement et beaucoup plus sûrement, au fil de nos échanges, son acceptation tranquille des différences d'opinion et des points de vue de l'autre. Souvent, les gens se cabrent, ne sont pas d'accord avec leur interlocuteur. Lui semblait au contraire curieux et demandeur de toute déstabilisation de la pensée. Et cerise sur le gâteau, il acceptait cela de la part d'une femme, les présentes me comprendront, sans se sentir nullement atteint dans son savoir, dans son statut, dans ses connaissances. De plus, effectivement, Stéphane l'a rappelé, pour moi, depuis l'enfance, ce métier de journaliste que j'ai choisi, que j'ai exercé pendant 44 ans à France 2, m'a inlassablement conduit à interroger au quotidien l'actualité et les événements du monde. Et c'est bien la journaliste que je suis qui a suggéré, au fond, ces thèmes et les déclics de ces 4 livres, tous issus d'interrogations, parfois teintées d'anxiété, sur les horizons incertains de notre avenir. Bien sûr, par définition incertain quand il s'agit d'avenir. Mais je précise, sans Roger Paul, il ne m'aurait pas été pensable de les faire, ces livres, car sa profondeur de champ de connaissances est une richesse incontournable dont je n'aurais pu me passer. Alors, pour en finir avec cette introduction et passer au contenu d'idées, je voudrais répondre à l'avance à la question qui nous est posée systématiquement à chaque fois que nous intervenons: comment faites-vous pour écrire à 2 ? Une question qui visiblement semble être le préalable en fait à toutes nos conversations. Alors, je répondrai que nous ne sommes certainement pas les premiers à l'avoir fait, de même qu'il est possible de cuisiner ensemble, de faire l'amour ensemble, de jouer ensemble. Il est possible d'écrire ensemble en se chamaillant, en s'inquiétant, en se répartissant dans le désordre des passages que chacun ressent le mieux, en échangeant des centaines de mails, de rélectures, de corrections successives, à partir du moment où on est d'accord sur l'orientation initiale du projet. Donc, rien de bien mystérieux, mais un jeu de patience et d'apprentissage du respect de l'autre. Alors, on en vient maintenant au contenu. Et il nous est apparu que le plus simple était d'intervenir tour à tour dans l'ordre de chronologie d'apparition de ces livres, qui fait que j'évoquerai ce livre sur l'humain, enquête sur une révolution qui change nos vies,
Roger Paul parlera d'espoir avant que je ne revienne sur le sens des limites et je laisserai conclure Roger Paul sur ce thème de la parole malmenée. Alors à propos d'humain, on était en 2010 quand tout ça a commencé. À cette époque-là, peu de gens, en dehors des spécialistes, connaissaient l'expression même d'intelligence artificielle. Pourtant, les robots commençaient effectivement à pointer plus que pointer le bout de leur nez dans nos journaux. Tout le monde s'y intéressait. Les réseaux sociaux devenus désormais planétaires commençaient à émerger. On n'avait pas encore mesuré l'impact qu'ils prendraient dorénavant. Alors, nous sommes allés effectivement d'abord rencontrer Ray Kurzweil, celui qu'on appelle le pape du transhumanisme, vous savez, celui qui prône l'homme augmenté. On est allé à Boston et effectivement, les États-Unis, c'était le moment où ils avaient adopté pour mantra un sigle tout à fait mystérieux, NBIC, qui apparaissait partout dans les enquêtes, dans les rapports qui étaient produits à cette époque. N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour informatique et C pour tout ce qui concernait les sciences cognitives et le cerveau. Et c'est dans ce contexte d'annonce de progrès scientifiques qui avait des allures de science-fiction en fait, que j'ai proposé à Roger Paul que nous menions une sorte de méga-enquête sur ce qui s'annonçait comme des bouleversements majeurs dans la représentation que nous faisions, nous, de ce qu'est un être humain. Et comme pour Roger Paul a souvent s'est intéressé tout au long de son parcours sur l'idée même de représentation. Donc pour lui, cela a fait tilt. Et alors pendant 1 an et demi, on a fait un grand voyage, on a mené une enquête auprès de 50 chercheurs et scientifiques dans le monde entier, parmi les plus réputés, pour comprendre ce basculement que provoquait l'émergence des nouvelles technologies. Et comprenez bien, à ce moment-là, on ne parlait pas du tout d'intelligence artificielle. On ne savait pas encore ce que c'était ChatGPT. Et au fond, toutes ces questions, enfin, tous ces thèmes posés à chaque détour, la question des contours de l'humain, absolument bousculée par cette tentation tout à fait inédite d'un désir d'illimité. Donc, quand on a rencontré Ray Kurzweil, qui dirige aujourd'hui le département d'ingénierie de Google, devant nous, il rêvait à voix haute de la fusion de l'homme avec la machine, de ce moment, où, vous savez, il appelle ça la singularité, c'est ce moment qui verra la possibilité de télécharger sa conscience sur un disque dur. Nous avions rencontré Marvin Minsky, qui était le père de tout ce mouvement-là, qui était déjà âgé à l'époque, et qui pensait qu'il serait possible de créer un véritable cerveau artificiel. Nous avions rencontré Douglas Melton à MIT, à Harvard, grand spécialiste de la reprogrammation cellulaire, qui, alors devant nous, dans son bureau, je crois que je n'oublierai jamais ce moment-là, tranquillement nous disait « Mais oui, nous allons arrêter la mort, la limite ultime ». George Church, qui lui était un grand spécialiste du séquençage génétique, qui nous déployait toutes les possibilités infinies, illimitées de ce séquençage génétique. Ou bien dans un autre domaine, quand nous avions rencontré Manuel Castells, le sociologue de l'ère de l'information, qui évoquait cette ère de transparence, cette fin de la frontière entre le privé, l'intime et le public à travers les réseaux sociaux. Ou encore, et j'arrêterai là, quand on rencontrait le philosophe français Francis Wolff qui nous expliquait, et ça c'était très intéressant, comment chaque champ de connaissance, chaque domaine de la science, que ce soit les sciences dures ou les sciences humaines, avance toujours en posant un filtre sur la réalité pour mieux faire émerger de nouvelles connaissances dans le secteur en question, dans un secteur de recherche. Prenez l'exemple des neurosciences qui, depuis, comment on voit comment ce modèle des neurosciences, des sciences cognitives, avec tout le développement de l'imagerie médicale, a pu devenir à ce point-là dominant, presque écrasant, voire ravageur, sans limite, quand il oublie qu'un filtre masque toujours d'autres plans du réel et ne peut jamais, au fond, produire une vérité totale, impériale. Et on voit comment, aujourd'hui, les sciences du cerveau règnent en maître pour expliquer la nature de l'homme,
C'est ainsi que nous rencontrions Antonio Damasio, qui nous expliquait effectivement la possibilité de lire dans les pensées, de créer des pensées, tout des choses qui nous paraissaient de l'ordre de la science-fiction. Alors, je pourrais continuer ainsi dans tous les champs de connaissances que nous avions arpentés, mais évidemment, et je l'ai appuyé lourdement, vous avez entendu et repéré que dans mes paroles, la répétition des mots limite, illimité, sans limite, ce sont ces mots-là qui se sont, au fond, sans cesse imposés à nous et que nous allons évidemment retrouver tout au long de notre exposé. À l'issue de cette enquête, qui était tout à fait passionnante, nous avons pris conscience que tout ce qui l'a traversé posait finalement, à chaque fois, la question des limites, de leur sens, mais aussi et surtout de leur crise, de leur brouillage. Alors une crise tout à fait inédite, parce que ce qui se jouait, c'était le désir d'effacer les limites. Alors, en réalité, vous comprenez bien que dépasser les limites, c'est encore garder les limites. On dépasse une limite quand on garde la limite précédente. Tandis que là, le mouvement dont on a ressenti l'émergence, c'est bien l'idée nos limites. Plus de limites, que de l'illimité. Et en fait, cette redéfinition des contours de l'humain pouvait effectivement, à juste titre, semer le trouble, inquiéter et impacter la représentation que nous nous faisions de notre futur, de l'idée même d'un avenir. Car dans ce cas, c'est l'idée même de forme de l'humain qui se dissout, se perd, implose. Je vous lis juste un petit extrait de notre ouvrage pour vous montrer, et c'était en 2010 que nous rédigions cela. De tous côtés, l'impossible d'hier pourrait devenir le possible d'aujourd'hui. Fabriquer des cellules artificielles, congeler des embryons pour les implanter quelques années plus tard, conserver des cerveaux hors du corps, implanter des électrodes dans la matière grise, perfectionner les capacités sensorielles, augmenter la mémoire, la résistance à la fatigue, la durée de l'existence, voir les pensées dans la tête, changer d'identité sexuelle, vivre connecté nuit et jour, dans un présent permanent, habiter des villes-mondes, entre autres. D'une manière ou d'une autre, voilà qui touche à la continuité même de l'espèce, aux capacités immémoriales du corps et de l'esprit, à la reproduction, à la place de l'humain et à ses limites de toujours. Et évidemment, en arrière-plan, planait déjà sur toutes ces promesses concernant notre futur une sourde inquiétude liée justement à cette redéfinition même des contours de l'humain qui n'allait pas sans ombre et sans risque. Il était clair que depuis le XXe siècle, après Nagasaki, après Hiroshima, l'image d'une science sans conscience avait pris le pas sur d'autres représentations plus optimistes de la science et en fait avait semé le trouble et la méfiance quant aux menaces à venir issues d'un progrès non maîtrisable. Et cela au point d'atteindre au fond, le noyau même de ce qui fait l'énergie humaine, à savoir l'espoir en notre futur. Et de cela, Roger Paul va vous parler maintenant. Parler d'espoir. Parler d'espoir, vous avez dû remarquer que ça ne se fait plus beaucoup. Il semble que ce soit devenu un signe de naïveté, parfois même de bêtise. Il serait plus malin, plus avisé, peut-être plus tendance, d'être sans espoir. Et donc, on retrouvera la question des limites dans notre troisième livre que Monique vient d'évoquer, cette question, mais en écrivant notre deuxième livre, L'espoir a-t-il un avenir ? Nous avons cherché à comprendre les causes du pessimisme d'aujourd'hui et les moyens d'en sortir. Alors je vais vous en parler, mais dans un tout petit instant, parce qu'avant, je veux remercier à mon tour Stéphane Gaulier et puis l'ensemble du patronage laïque, Jules Vallès, et ajouter un mot rapide sur l'écriture et sur la pensée à deux. Les deux premières conférences de ce cycle Frontières et limites, je les ai données seul et autour de livres que j'ai conçus et que j'ai écrits seul. Et ce soir, comme vous le voyez, nous parlons à deux voix de livres que nous avons écrits à quatre mains. C'est une expérience singulière, Monique l'a rappelé. Je veux juste ajouter une remarque concernant ce que, pour ma part,
j'ai appris d'elle. D'abord, la nécessité de connaître les faits, de mener l'enquête, d'examiner le maximum de données. Alors vous me direz, c'est la moindre des choses quand on veut parler de questions scientifiques ou que l'on veut réfléchir sur l'actualité. Pourtant, je crois que ça, c'est d'abord la vertu des journalistes, du moins quand ils font leur métier. Mais je dois dire que dans les premiers temps, ça m'a perturbé dans mes mauvaises habitudes de philosophe. Toujours plus ou moins convaincu, et plutôt plus que moins, qu'il suffisait de penser, et quand on a pensé, de parler. Je pense, donc je n'ai pas besoin de m'informer, si je pouvais formuler cela simplement. Et Monique m'a d'abord enseigné l'exigence de se documenter avant de traiter d'une question. Mais pas seulement. Je crois qu'elle a fait beaucoup plus. Elle m'a montré, 100 fois, 1000 fois peut-être, la vraie rigueur de la pensée, dont bien des intellectuels ont une fâcheuse tendance à se dispenser. Alors vous avez compris ce que je voulais vous dire. De nous deux, la philosophe, c'est elle. En tout cas, c'est elle la plus exigeante, c'est elle la plus authentique, d'une certaine manière. Je reviens à l'espoir. Quel rapport entre l'espoir et les contours de l'humain ? Les contours de l'humain, ce n'est pas la même chose que la nature ou l'essence de l'humain, parce que des contours bougent alors qu'une essence est fixe. L'espoir est lié à cette sorte de contour de l'humain que l'on pourrait dire ouvert. Il suppose que l'humain est à construire, qu'il est au futur, inachevé, et non pas clos et terminé une fois pour toutes. Et cette ouverture vers le possible, vers autre chose, vers un horizon différent, c'est précisément ce que suppriment les pessimismes radicaux, les pensées catastrophistes et les apocalypses. L'avenir et son inachèvement forment une dimension constitutive de l'humain. Et c'est là, évidemment, que loge l'espoir, c'est-à-dire, pour le dire très simplement, comme tout le monde, le désir que demain soit mieux. Il y a quelques années, quand nous avons entamé ce livre, les Français se disaient plus pessimistes sur leur avenir que les Irakiens. Les Français étaient en paix, les Irakiens en pleine guerre. Et depuis, vous savez bien que le pessimisme s'est encore accru sur fond de réchauffement climatique, de Covid, d'inflation, de crainte de guerre. Je vous laisse compléter la liste. Toutefois, en dépouillant les sondages, aussi bien ceux de l'époque que d'aujourd'hui, on constate une constante qui est permanente. Les jugements que l'on porte sur sa situation personnelle sont plutôt positifs. Moi, ça va, si j'ose dire. Et les jugements que l'on porte sur la situation collective, le monde ou simplement le pays, sont généralement catastrophiques. Et le schéma d'ensemble, c'est finalement toujours le même. Moi, ça va, le monde, pas du tout. Et cela signe bien une panne spécifique de l'espoir collectif. Nous avons tenté donc d'interroger ce phénomène en le comprenant comme une éclipse d'une dimension particulière et essentielle de l'humain. Parce que sans ce moteur qui nous fait dire demain peut être mieux, et ça va dépendre de nous et de nos actions, sans cette matrice énergétique, alors il n'y a plus d'histoire. Et nous avons donc d'abord cherché à préciser tout simplement la définition de l'espoir. Bien sûr, demain mieux, c'est juste, mais c'est insuffisant. Mais l'espoir, ça n'est pas seulement l'attente passive d'un horizon meilleur. Ce n'est pas juste un vœu pieux pourvu que. C'est toujours nécessairement une action pour que ce que l'on désire advienne. On entreprend quelque chose, que ce soit pour un espoir individuel, un objectif personnel ou pour du collectif. Et Sartre le rappelait à sa manière en disant que l'espoir n'est pas une illusion lyrique, mais bien un effort concret, réfléchi, pour réaliser ce qu'on désire. Malgré tout, il nous est vite apparu qu'il n'est pas commode à définir l'espoir, parce qu'il relève d'une sorte de mode d'être intermédiaire. C'est à la fois un sentiment
et un concept. C'est une émotion qui fait agir en impliquant une activité de la raison. Nous avons choisi de le désigner comme une émotion pensante, c'est-à-dire un mixte de désir et de réflexion. Je veux cela, mais bien évidemment, je réfléchis à comment atteindre mon but, éviter les obstacles et autres, avec des plans, avec des détours évidemment par l'intelligence, et aussi avec l'incertitude à endurer. Parce que l'espoir, il implique l'attente, la durée à traverser pour voir les résultats, qui adviennent ou qui n'adviennent pas. Et donc, il est toujours aussi accompagné d'une crainte possible de l'échec. Par ailleurs, il n'est pas forcément positif, ce n'est pas toujours doux ni agréable. L'espoir, il y a des gens qui espèrent tuer, il y a des gens qui espèrent détruire ou massacrer. Et en fait, plus on l'examinait, plus on s'est aperçu qu'il se révèle complexe, ambigu, toujours moins simple à première vue qu'on ne le croit. Et c'est cette ambivalence, cette ambiguïté aussi, qui signe son caractère humain. Et Bergson, à sa manière, le rappelait en disant que ni les dieux, ni les animaux n'espèrent. Les dieux parce qu'ils ont l'éternité et les animaux parce qu'ils n'ont que du présent. L'espoir, lui, est toujours, pour nous, à double face. Ensuite, il nous a fallu tenter de comprendre pourquoi l'espoir collectif s'est estompé. Depuis le siècle des Lumières, au moins, et tout au long du XIXe et jusqu'à nos jours presque, le mythe du progrès, avec un grand P, avait fait croire que toutes les améliorations pouvaient marcher du même pas, avec quelques retards. Mais en même temps, l'idée, c'était que si les sciences progressaient, que les connaissances allaient en avant, alors le progrès social aussi, les techniques, peut-être même le progrès moral de l'humanité allaient ensemble, et le progrès évidemment politique et l'émancipation. Et ce mythe, il s'est effondré radicalement au XXe siècle avec la Shoah, le Goulag, Hiroshima, quand la science est apparue porteuse de menaces plutôt que de bienfaits, et quand la culture a montré qu'elle n'était pas un rempart contre la barbarie. À la fin du XXe siècle, s'est installé ce que l'historien François Hartog a nommé le présentisme, c'est-à-dire la vie dans une sorte de pur présent, déconnecté du poids de l'histoire et des générations antérieures, et privé de perspectives futures. Notre rapport au temps s'est en quelque sorte défait, la conscience de l'orientation s'est diluée, remplacée par une suite d'instants au présent, sans expérience du passé, ni rêve de l'avenir. Situation d'ensemble, évidemment. Les contours du temps humain, ces orientations, se sont peu à peu effacés, le risque s'est éclipsé et il a été remplacé par la volonté de tout contrôler. Alors, nous nous sommes dit, dans ce parcours, au bout d'un moment, qu'il fallait sans doute se tourner vers les philosophes pour sortir de cette panne de l'espoir, que peut-être il y avait là des recours et des idées. Hélas, les philosophes ne disent pas grand-chose de l'espoir. Mis bout à bout, les textes qui le concernent, c'est un volume, pas plus, sur toute l'histoire de la philosophie. Et le pire, c'est qu'ils en disent du mal. L'espoir, il est, d'une certaine manière, le mal-aimé de la philosophie et des philosophes. Depuis Épicure jusqu'à André Comte-Sponville, en passant par les stoïciens, Pascal, Spinoza, Schopenhauer, Camus, tous ceux qui en ont parlé voient dans l'espoir une illusion qui nous ferait sortir du présent, qui nous ferait oublier la réalité pour un futur fumeux. Et plusieurs soulignent, et en particulier Spinoza, que la crainte et l'espoir sont couplés. On craint évidemment de voir échouer ce qu'on espère, et on espère voir disparaître ce qu'on craint. Du coup, on ne serait jamais serein, on serait toujours ballotté entre crainte et espoir, et pour être sage, serein, sans trouble, il faudrait renoncer à espérer. Contre ces arguments, que je résume très vite, nous pensons qu'il faut plutôt transformer notre relation à la crainte.
Il faut accepter de la traverser et non pas vouloir l'éviter à tout prix. Parce qu'on perd bien plus, finalement, en perdant l'espoir qu'en esquivant la crainte. On perd l'avenir, on perd le futur, l'histoire et l'action. Heureusement, nous avons découvert, chemin faisant, un philosophe contemporain qui souligne que l'espoir reste à explorer, qu'il demeure aujourd'hui, dit-il, aussi inconnu que l'Antarctique, et qui fait de l'espoir l'axe central de l'humanité. Ce philosophe se nomme Ernst Bloch. Au milieu du XXe siècle, après les massacres, après les pires désillusions, alors que tout paraît conduire au désespoir, il rédige un très gros livre intitulé « Le principe espérance ». Et il fait comprendre qu'un humain qui ne rêverait plus le futur ne serait déjà plus réellement humain. Il perdrait le contour crucial du pas encore, le noch nicht en allemand, ce qui peut advenir et qui n'est que pressenti aujourd'hui. Cette dimension du pas encore, de l'inachevé, de la nouveauté à venir, elle se situe pour lui, mais si vous y réfléchissez, vous verrez que ça tient la route, elle se situe au cœur de toutes nos créations, qu'elles soient scientifiques, artistiques, politiques et aussi bien que créations poétiques. Alors, nous avons dû nous demander, mais pourquoi donc cette exception d'Ernst Bloch ? Pourquoi les autres ne parlent-ils pas de cela et critiquent-ils l'espoir parmi les philosophes ? C'est Emmanuel Lévinas qui nous a aidés à comprendre cela. Dans son dernier cours de la Sorbonne, publié sous le titre « Dieu, la mort et le temps », il met en lumière que, tout au long de l'histoire de la philosophie, la pensée se découpe sur un horizon de finitude, l'horizon indépassable de la mort, de ma mort en tant que sujet pensant. Et Heidegger hérite de cette limite quand il définit l'humain dans son jargon comme zum Todesein, c'est-à-dire être pour la mort, ayant la mort pour horizon. Parce que les philosophes ont fini par perdre de vue que le vivant ne s'achève jamais. Ils ont délaissé une pensée capable de se porter au-delà de sa propre mort, une pensée de la transmission, du relais aux générations futures, une philosophie qui s'organise à partir de la vie et non pas à partir du curseur de la mort. Une philosophie dont la maxime pourrait être « je meurs, certes, mais la vie, elle, se poursuit ». Finalement, le parcours de ce livre sur l'espoir nous a conduit à 3 conclusions. La première, c'est que l'espoir est affaire de lucidité et non pas une illusion. Il faut le passer au tamis, si l'on peut dire. Il faut trier nos aspirations dispersées, il faut les canaliser, les débarrasser du surplus, les ajuster aux réalités. Et sans ce travail de façonnement, l'espoir ne serait qu'une, non seulement vain, mais une répétition mécanique des mêmes formulations. En d'autres termes, il doit sans cesse être confronté, l'espoir, aux limites de la réalité, à la nécessité de tenir compte de ces limites sans renoncer à les dépasser quand cela est possible. Seconde conclusion, le partage. L'espoir ne se vit pas seul. Il est toujours en partage, comme dit la philosophe Catherine Chalier. Il faut se souvenir, comme l'a fait l'écrivain italien Eri de Luca dans son livre intitulé Alzaïa, qu'en hébreu, le mot tikva veut dire l'espoir, mais il veut dire aussi la corde, c'est-à-dire ce qui attache des captifs les uns aux autres, mais aussi ce qui permet à des alpinistes de se sécuriser mutuellement. L'espoir, ce n'est pas une course en solitaire, c'est ce qui nous relie les uns aux autres et ce qui nous rend solidaires par le partage de cet espoir. Troisième conclusion, l'inachevé. Cette dimension essentielle de l'inachevé ne doit pas être estompée. Elle constitue le contour mobile de l'humain, ce qui lui interdit d'être figé, fixé une fois pour toutes. Souvenez-vous de la Divine Comédie de Dante, l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit à la porte de l'enfer? Ceci: toi qui entres ici,
abandonne tout espoir. Les damnés vont souffrir à perpétuité dans un monde absolument immuable, totalement dépourvu d'horizon, donc sans espoir. Enfer et absence d'espoir renvoient l'un à l'autre. Alors, demandez-vous toujours, voilà ce que je dirais pour finir ce point, demandez-vous toujours, est-ce que la partie est achevée? Est-ce que tout est joué? Ou bien est-ce que l'histoire se poursuit? Autrement dit, est-ce que les contours de l'humain demeurent ouverts pour se redessiner en permanence? Point d'interrogation. Alors, je reprends la parole. Effectivement, il faut tout de suite préciser que réouvrir les horizons, redonner sa place au futur pour renouer avec l'espoir, ne justifie nullement pour nous, en aucune circonstance, de faire valser les limites, que celles-ci soient temporelles, spatiales ou mentales, ni d'en détruire l'idée même. Notre finitude individuelle, notre mort inéluctable, limite infranchissable, nous le rappelle régulièrement, mais plus encore, rappelez-vous, on l'a tous vécu ensemble en 2020, au moment de la pandémie de la Covid. Nous avons tous été plongés dans cette donne absolument inédite d'un monde de distanciation imposée, de limites de tous ordres, port du masque, la jauge, limitation de circulation, mais plus encore le constat troublant des limites de nos connaissances scientifiques face à ce virus qu'on ne maîtrisait pas, des limites de nos moyens de gestion de cette crise, des limites de nos capacités psychiques à chacun d'entre nous à endurer tout cela, comme dans une perturbation, un affolement des limites, une hypertrophie absolue de cette idée même de limite dans le sens le plus matériel, concrétisé par cette crise et ses conséquences. Et ce qui nous est apparu à ce moment-là, c'est le lien que l'on pouvait faire entre cette peur généralisée et d'autres peurs qui déjà étaient là, qui s'exprimaient dans d'autres univers. Une peur, donc, qui semblait faire écho à d'autres peurs, les révéler, les rejoindre, les renforcer, comme la peur de l'autre, la peur de l'étranger, le désir de mur, de frontières retrouvées, de protection. D'où, pour nous, la nécessité de creuser cette notion de limite et ses représentations contemporaines dans un autre livre qui s'appelle « Le sens des limites ». Alors très vite, nous avons eu le sentiment que de façon presque caricaturale, deux mondes émergeaient et s'affrontaient. Alors, pour les décrire, nous avons choisi d'inventer deux personnages conceptuels, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas à l'état pur dans le réel, mais ils tentent de dire quelque chose de ce réel, comme deux archétypes qui incarnent deux tentations absolument opposées. De façon un peu parodique, nous leur avons donné des noms latins, comme on dit Homo sapiens. Nous avons baptisé Homo illimitatus, l'homme illimité, et en face, Homo limitans, l'homme des limites. À savoir, celui qui n'en veut plus aucune, face à celui qui veut les renforcer toutes, toujours plus. Alors, Homo illimitatus, vous le connaissez tous, bien sûr, serait celui qui est soumis à cette tentation intense d'effacement de toutes les limites, vécues comme des carcans dont il faut sans cesse se défaire, qu'il faut lever dans tous les domaines. Homo illimitatus, c'est celui qui rêve de fusion avec la machine, mais aussi entre l'homme et l'animal, avec cette attention forte portée dorénavant à notre relation à lui, de fusion entre l'homme et les arbres et la nature, qu'on va même jusqu'à embrasser, mais aussi d'indifférenciation entre le privé et le public, de désir d'exposition, de transparence. Vous savez, un peu comme dans les pubs qu'on voit à la télé sur les voitures où ça flotte, c'est toujours nomade, ça roule, c'est light. Et en fait, ça montre un monde qui rêve d'indifférencier, de fusion, de métamorphose corporelle, de fluidité. Celui, Homo illimitatus, c'est celui qui refuse, au fond, d'être assigné à une place quelconque par son identité, son ethnie, son genre, son sexe, celui qui rêve de devenir le maître de son autocréation et recréation permanente, celui qui pourrait dire « je décide à chaque instant de ce que je vais être l'instant suivant ». Mais plus récemment et parallèlement,
face à cette tentation puissante de cet homo illimitatus cosmique. Et comme en réaction forte de repli se tient homo limitans. Alors lui, il prend le retour rigide aux limites partout, aux frontières, aux murs, à l'exclusion des étrangers, ou encore sous la forme d'une écologie que certains qualifient de punitive, de l'appel à une décroissance toujours plus catastrophiste, comme une sorte de dictature du limitariat. Alors voilà, ça, ce sont deux portraits opposés, vous l'avez bien vu. Mais en fait, on s'est rendu compte, à bien y regarder, que ces ennemis apparents se révèlent en fait plutôt frères jumeaux. Car au bout du compte, homo illimitatus et homo limitans ont au moins un point commun, et c'est justement ce rapport aux limites. Un rapport rigide, radical, que tous les deux adoptent, c'est-à-dire une sorte de logique du tout ou rien. Soit aucune limite, la limite vécue comme un carcan, soit toutes les limites comme des protections sans cesse à rajouter, à renforcer. Et c'est à notre avis cette logique, au fond, simpliste, hâtive, d'une intensité radicale à chaque fois, qui produit cette crise des limites que nous vivons actuellement. Avec comme première conséquence commune, et qui n'est pas suffisamment aperçue, et ce qui n'est surtout pas une mince affaire, dans les deux postures, au fond, on arrive par des chemins tout à fait différents à l'écartement, à l'annulation de l'idée de l'autre, de celui qui est autre que moi. Alors comment ? Homo illimitatus, il veut le faire dans son mouvement qui tend à effacer jusqu'à l'idée de l'autre, puisqu'on peut changer, au fond, il recherche la mêmeté, si l'on ose dire. Il privilégie l'indifférencié, il veut effacer les singularités, alors que Homo limitans, lui, vise l'exclusion, le rejet des autres. Mais au fond, les deux ont un problème avec la relation à l'autre. Et dans ce cas, ce sont évidemment les contours de la relation elle-même, des échanges entre les êtres humains qui sont perturbés. Car au final, on trouve dans les deux cas des êtres qui, dans leur ensemble, pensent ne plus rien devoir qu'à eux-mêmes, sans dette à l'égard d'autrui, ce qui évidemment est et ne sera jamais qu'un fantasme. Alors, que faire pour sortir de l'ornière dans laquelle nous place cette crise des limites ? Sans doute, il faudrait accepter de s'intéresser à cette notion, de la remettre en travail pour lui redonner en quelque sorte une matière, une épaisseur, une efficace, une positivité. Alors, ce qu'on a essayé de faire à travers cette réflexion, c'était certainement pas d'essentialiser la limite, car il n'existe pas de limite en soi. La limite, c'est toujours limite de quelque chose. La limite, elle traverse d'innombrables champs, et elles sont des limites toujours entre deux éléments, deux parties, pour marquer la trace de leur séparation. Bon, évidemment, quand on pense limite, la représentation la plus hâtive, c'est évidemment la limite visuelle, la bande blanche sur l'autoroute, c'est la clôture entre deux parcelles de terre, c'est la frontière entre deux pays. Évidemment, ce sont des limites, mais ces limites ne sont en réalité pas des objets. Ce sont toujours d'abord, alors là c'est Léonard de Vinci qui appelle, j'ai beaucoup aimé ce rapprochement, il appelle cela une causa mentale, une chose mentale. Alors lui, Léonard de Vinci, il utilisait cette expression pour décrire ce qu'était pour lui la peinture. C'est-à-dire d'abord une chose de l'esprit, un produit de la pensée, qui, dans un second temps seulement, trouve son expression et son achèvement dans le geste pictural. C'est ce qui rend visible, qui donne forme à cette chose mentale, cette causa mentale. La limite, c'est pareil, c'est bien une idée qui est rendue visible, dans certains cas, mais pas toujours. Il y a évidemment des limites qui ne sont pas des choses qui se représentent visuellement. Et effectivement, ce qu'il faut retenir, si on veut préciser les contours de l'humain, c'est que ce qui rend si singulière la notion de limite, c'est le fait que sans qu'on s'en aperçoive de prime abord, au fond, la limite conditionne et permet l'existence de toutes les autres notions, et notamment la notion de l'humain.
La limite est la condition non seulement de la pensée, du langage, mais de l'organisation du vivant dans toutes ses dimensions, biologiques, cognitives, psychiques, culturelles, morales, sociales, politiques. C'est pourquoi penser et poser la limite constitue une des activités humaines principales. La limite est la vie même. Sans limite, il n'y aurait ni langage, ni pensée, ni relation, ni société. Pas d'existence, ni de coexistence. Alors, dans notre livre, on a évoqué 10 variations sur le thème pour caractériser la limite. Je ne vais pas les dire les 10, j'en retiendrai 4. La limite, premièrement, la limite sert d'abord, dans un premier temps, à séparer. Je l'ai dit et redit, cherche à mettre en œuvre une séparation. Et rappelez-vous, on le voit très bien dans les différents récits mythiques qui veulent décrire l'origine du monde. Dans la Grèce antique, au 8e siècle avant notre ère, dans sa Théogonie, Hésiode, le poète Hésiode, retrace la naissance du monde et des dieux en commençant par ces mots « Avant, tout fut le chaos ». C'est-à-dire quoi? Un état de confusion antérieur à tout partage, à tout bornage, à toute pose de séparation et de limite. Ce mot grec chaos, c'est comme un gouffre, un abîme, un espace sans fond, illimité. C'est en se séparant de cet indistinct-là que se créent les éléments du monde. Et de même, dans un autre récit mythique biblique, aux 2 premiers versets de la Genèse, sur fond de ténèbres, sur la surface de l'abîme, Dieu crée les cieux et la terre. Et c'est par une parole qui nomme et sépare dans le même temps qu'il fait advenir des éléments qui n'existaient pas antérieurement. La lumière d'avec les ténèbres, la mer d'avec la terre, etc., etc. Donc, dans tous ces récits mythiques, nommer, séparer, créer, constitue une seule et même action. Sur terre règne d'abord le tohu-bohu, un espace confus, sans signification, dépourvu de repères. Et c'est cette séparation, création du monde et de chaque espèce selon son genre, qui rend la terre humaine habitable et qui met fin à ce désert indistinct, solitaire, inhospitalier. Séparer, c'est créer. Voilà ce qu'expriment ces récits. Tout acte créateur est d'abord un geste de séparation qui donne forme à la matière. Et en ce sens, la séparation est première, vitale, dans tous les registres. Exister, parler, la langue, elle est faite de mots qui doivent être séparés pour être mis en relation. Alors, si la séparation est à l'origine, si elle est première, comment s'organise la relation à la limite? Suivez-moi. Habituellement, on pense la limite comme étant destinée à produire la séparation. En fait, c'est le contraire. Il y a d'abord séparation et la limite intervient pour marquer cette séparation. Donc la limite n'est pas la cause de la séparation, elle en est l'effet. Mais ce n'est pas tout, c'est le début du processus. Parce qu'une fois qu'il y a eu séparation, une fois qu'il y a eu limite, et en fait c'est ça qui permet de relier ce qui est séparé. Donc il faut bien comprendre que l'idée de séparer n'est pas d'exclusion. Il y a une séparation qui permet l'échange, la relation, la réunion. J'ai donné l'exemple du langage. Il faut des lettres distinctes, des mots, des sons séparés pour produire de la langue et du sens. La limite habite les marges, les entre-deux, les espaces intermédiaires. Elle existe en creux, rendant possible les saillances, les configurations, le sens des phrases. La limite agit comme un opérateur de sens, seul à même de créer des concepts pour appréhender le réel, pour avoir des idées claires et distinctes, comme disait Descartes, ou encore Aristote, bien avant lui, qui avait énoncé 10 catégories pour dire le réel. Donc, la limite est tout sauf seulement contrainte. Elle est contrainte, mais elle est aussi ce qui permet le vivant, la relation. La limite est aussi à penser comme un espace. Vous savez qu'en latin, limes, ça désigne l'espace qui permet de se frayer un chemin entre deux champs séparés. Donc la limite, c'est aussi un espace. Ce n'est pas seulement une ligne. Elle a une densité. On peut aussi prendre l'exemple des limites entre le conscient, l'inconscient, le préconscient. Ce sont des espaces qui sont séparés, mais en relation. Vous savez, je reprends encore Léonard de Vinci parce que c'est incroyable comme il peut nous aider. Il avait une technique qui s'appelait le sfumato, qu'il obtenait par une superposition de couches de peinture
qui donnait au contour un aspect évanescent, incertain. Et partant de là, on peut comprendre des situations où il est quand même difficile de se dire mais c'est quoi la limite entre l'hiver et le printemps? C'est quoi, à quel moment la neige est encore de la neige ou elle est fondue? Enfin, vous savez, tout ce genre de questions où, au fond, la limite, elle est là, elle n'est pas là, elle bouge. Et vous voyez bien que, dernier exemple, si c'était une machine, la limite, en fait, ça serait un percolateur, c'est-à-dire comme un filtre qui laisse passer des choses et qui en refoule d'autres. Vous savez, un peu comme les comment on appelle ça, les trucs mobiles dans les aéroports pour permettre au fil de se former ou de se déplacer. Donc, vous voyez bien que toutes ces réflexions, ça permet de densifier, de complexifier l'idée de limite pour lui redonner toute sa place, car l'enjeu est de taille. L'enjeu, ne l'oubliez pas, c'est bien ce que j'ai dit auparavant, c'est l'acceptation ou le rejet des autres qui travaillent notre psyché contemporaine, et à remarquer que cet enjeu, au fond, il trouve son terrain de prédilection, d'expression actuelle de la limite ou du sans limite dans l'usage de la parole, un usage dont nous éprouvons tous dorénavant la charge destructive au quotidien. Vous avez compris pourquoi je fais le lien avec Roger Paul qui va vous parler effectivement de ce thème de la parole qui est probablement l'incarnation de l'illimité et du sans limite contemporain. Alors, après avoir approché les contours de l'humain tels qu'ils sont dessinés ou travaillés par les révolutions techniques, puis par la question de l'espoir et de son éclipse, et puis les tensions autour de l'illimité et des limites, nous avons voulu aborder le contour majeur, en quelque sorte, celui de la parole, c'est-à-dire celui qui nous définit comme être parlant. Et de ce côté-là aussi, les limites sont en train d'exploser. Chaque jour, des milliards et des milliards de messages, tweets, mails, WhatsApp, paroles enregistrées, diffusées, relayées d'écran en écran, de smartphone en réseau, un océan de mots, impossible à endiguer, un tsunami de paroles lancées au hasard qui viralisent, se propagent de façon exponentielle. Comme si quelque chose, aujourd'hui, se détraquait dans la parole. La révolution technologique démultiplie à l'infini les possibilités de communiquer de façon planétaire et de s'exprimer sur tout, sur rien, et le plus souvent sur rien. Attention, évidemment on sourit, mais il n'est pas question pour nous de diaboliser la technique. Elle engendre aussi des réseaux de solidarité, des possibilités de connaissances immenses, des sources d'informations. Et pourtant, parallèlement, la parole se désorganise, comme si elle n'appartenait plus à personne. C'est Emmanuel Lévinas, lui encore, qui en son temps disait déjà « la parole a perdu la parole ». Plus nous parlons, d'une certaine manière, moins nous parlons. La quantité explose, mais la qualité implose. Et la face sombre s'amplifie. Les haines contaminent les échanges publics ou privés, réels ou virtuels. Alors bien sûr, ça n'est pas Internet qui a créé la parole toxique, mais ni ce qu'on appelait autrefois la mauvaise langue, mais l'interconnexion généralisée, la cacophonie permanente permettent au négatif de proliférer, cette fois sans limite. Nous avons donc voulu, en publiant l'an dernier ce 4e livre intitulé « Quand la parole détruit », nous avons voulu nous interroger sur les usages nocifs de la langue en général et sur le devenir de la mauvaise langue à l'époque du numérique en particulier. Alors les constantes de la parole toxique, elles sont toujours les mêmes. D'une part, l'autre, dont on parle pour en dire du mal, est objet de haine, d'exclusion, et il se trouve annulé en tant que personne et en tant qu'interlocuteur. Donc ça détruit dans l'œuf, si j'ose dire, la dimension d'échange qui est constitutive de la parole. Si l'autre n'a plus voix au chapitre, je suis seul à parler, sans réplique, mais si je parle seul, d'une certaine manière, je ne parle plus.
Autre constante qui est décisive, la parole de haine vise ceux qu'elle attaque, non pas pour ce qu'ils disent, mais pour ce qu'ils sont, telle communauté, telle ethnie, telle nation, dans sa singularité, au point de ne plus parler qu'à ceux qui pensent comme soi. Dans tous les cas, cette parole destructrice est un acte qui peut blesser ou tuer. C'est une arme qui disqualifie l'autre et entraîne des conséquences concrètes dans le réel. Elles sont innombrables, on pourrait les énumérer, mais par exemple, et vous compléterez, les dépressions ou les suicides liés au harcèlement, qu'ils soient scolaires ou professionnels, les génocides qui se préparent d'abord en truquant le vocabulaire, et chaque fois, quand on regarde bien, des mots précèdent les meurtres. Alors nous avons donc cherché à comprendre quelles étaient les mises en garde lancées autrefois contre la mauvaise langue dans les cultures du monde, parce que sa puissance destructrice est connue depuis toujours. Ainsi, par exemple, dans la tradition juive, cette langue du mal est jugée 3 fois meurtrière, parce qu'elle détériore ceux qui calomnient, ceux qui sont calomniés, mais aussi ceux qui écoutent les calomnies. Et elle est considérée comme impardonnable et même plus grave que l'idolâtrie, la débauche ou le meurtre. Il en va de même, toujours par exemple, dans la tradition musulmane, où parler de quelqu'un en son absence, sans qu'il puisse ni le savoir ni se défendre, est appelé en arabe « manger la chair de son frère mort ». Mais il ne faut pas considérer seulement ce cas de figure des paroles calomnieuses qui sont répétées, qui concernent des individus entre eux. Il faut aussi prendre en compte la parole toxique qui émane du pouvoir, la parole destructrice de l'État et des gouvernants. Je vous soumets cette phrase. « C'est à une quantité considérable de mensonges et de tromperies que nos dirigeants risquent de devoir recourir dans l'intérêt de ceux qui sont dirigés. » Alors le sens, il est tout à fait clair de cette phrase. Pour le bien des citoyens, et donc de manière légitime puisque c'est pour leur bien, ceux qui dirigent vont être contraints de mentir, de tromper, de tricher, de truquer les discours. Qui prononce cette phrase ? Socrate. Socrate que Platon fait parler. Alors bien après sa mort, dans La République, l'ouvrage qui prétend construire la cité idéale, juste, conforme au bien et au vrai. Alors comme vous le savez, Socrate n'a cessé de dénoncer les mauvais usages de la parole. Et il oppose le pouvoir de la parole qui manipule, la parole des sophistes, celle des tyrans ou des démagogues, et le pouvoir de la parole qui s'efforce de trouver la vérité. Il n'aurait donc jamais pu, dans la réalité, prononcer cette phrase. Et si Platon la lui attribue, ce qui est, à mon avis, une pure monstruosité, c'est parce qu'il invente, lui, Platon, l'arrivée de la vérité même au pouvoir, la cité idéale, la belle cité, Callopolis. C'est celle où les philosophes sont aux commandes, c'est-à-dire, du point de vue de Platon, celle où l'État est conduit par la connaissance exacte, la parole vraie, les lois justes. Et cette vérité va régler les aspects de tous. Si vous lisez La République, vous verrez que absolument tous les détails de l'éducation, des lectures, des emplois du temps, des unions, de la sexualité, de la musique, du commerce et de la défense, évidemment, de la cité, mais tout est prévu dans les moindres détails et ne souffre absolument aucune liberté, si j'ose dire, ni aucun changement. Et cette invention de Platon, elle porte un nom, c'est le totalitarisme. Alors, bien sûr, les régimes totalitaires, ceux qu'on a vus, les vrais, ce sont des réalisations modernes, récentes. Le fascisme, le nazisme, le communisme, c'est des créations du XXe siècle. Mais la matrice de cela, la matrice, elle a bien été forgée, à mes yeux, et à ceux de Karl Popper aussi, par Platon. Elle consiste à placer aux commandes du politique une parole jugée absolument vraie.
Et si la parole du pouvoir est absolument vraie, alors elle ne peut ni ne doit tolérer aucune dissidence, aucune contradiction, aucune autre parole. Et si les paroles du pouvoir peuvent finir par tuer, eh bien ce sera légitimement. Elles vont éliminer des adversaires nocifs, débarrasser le monde des erreurs, des dérives ou des illusions. Et si vous doutiez de la redoutable efficacité de l'invention de Platon, eh bien songez à les répétitions, les variations qui ont eu lieu de cela au cours de l'histoire occidentale. Par exemple, l'Inquisition, qui peut dénoncer, calomnier au nom du bien, évidemment, le comité de salut public sous la terreur et, a fortiori, les totalitarismes du XXe siècle que vous connaissez. On peut mentir, calomnier, cette fois pour un supposé bien et vrai. Alors, cela dit, bien évidemment, nous ne sommes pas, en Europe, aujourd'hui, exposés à ce type-là de toxicité politique. Nous sommes plutôt menacés par d'autres choses, dont je ne ferai pas toute la liste, mais je choisirais un changement qui affecte en profondeur les mentalités, les contours des sujets parlants eux-mêmes. Parce qu'en avançant dans l'analyse de cette mutation contemporaine qui est en cours, nous nous sommes interrogés sur les changements des sujets eux-mêmes, les changements des sujets parlants d'aujourd'hui. Et c'est l'image du délestage qui nous a paru la plus adéquate pour décrire ce changement. Nous avons donc émis l'hypothèse que notre époque est travaillée par une tentation de grand délestage, ou plutôt par la tentation, évidemment fantasmatique, de délestage successifs, pour rêver d'une vie nomade, light, fluide, sans responsabilité, que Monique a déjà évoquée. Dans la tentation, d'abord, la première, de ces tentations de délestage, c'est de se délester du corps, lui substituer le virtuel, le sans contact, la parole à distance sur support numérique. Désormais, le fait est que la parole est le plus souvent délivrée de la présence physique. Pas de corps sur Internet, plus d'assignation à un temps ou à un lieu donné. La parole se trouve désincarnée. Ce délestage du corps y mène à la tentation de se délester du temps, qui inéluctablement s'écoule dans le réel, mais que le virtuel ne connaît pas. Et qui dit temps, dit déroulement de la vie, et donc approche de ma mort, et il devient tentant, évidemment, d'annuler une échéance de ce type. Un pas de plus, en se délestant des corps, on se déleste du même coup du corps de l'autre, des autres, notamment de ceux avec qui on se trouve en opposition, ou en conflit, ou en discorde. Sans présence physique, il est simple d'envisager la mise à l'écart de l'autre, de l'annuler d'un clic. Et finalement, je ne parle qu'avec ceux qui sont comme moi, qui parlent comme moi, et j'annule ceux qui ne parlent pas comme moi. Se délester des autres, c'est aussi évidemment se défaire du collectif, de l'ensemble formé par nous tous, même si l'on peut se vanter d'avoir des milliers d'abonnés. La tentation ultime du délestage, c'est de se défaire de sa propre responsabilité, et à la limite se défaire de soi-même, dans une sorte de nihilisme soft, l'air de rien. La maxime de notre époque, il se pourrait bien que ce soit cette petite phrase que vous connaissez tous et qu'on entend tout le temps, je dis ça, je dis rien. Et je dis ça, je dis rien, si vous les écoutez une seconde, c'est absolument monstrueux. Ça veut dire j'affirme quelque chose, donc je devrais l'assumer, mais en même temps, je me désengage aussitôt de mes propres propos et même de la parole en général. Et une fois débarrassé de tous ces poids, une fois devenu léger comme une plume, alors il ne reste plus que la compulsion à parler, à tout prix, tout le temps, pour masquer l'incertitude de sa propre présence au monde. Parler sans responsabilité deviendrait comme la seule façon de s'assurer de son existence. Et nous nous sommes finalement demandé comment résister à ce délestage nihiliste. Nous n'avons trouvé, pour cette question comme pour les autres, qu'une seule réponse, la responsabilité. Alors la responsabilité, bien sûr, on peut l'entendre au sens juridique, mais c'est surtout le sens moral
ici qui nous importe le plus. Car la question ultime, c'est toujours à nos yeux celle de la responsabilité morale de chacun d'entre nous. En quoi consiste-t-elle? Dans le domaine de la parole, elle exige d'être conscient du fait que les mots ont des effets dans le réel et que la parole demeure d'une certaine manière notre super pouvoir, notre seul vrai pouvoir, qui peut ou détruire ou construire. Sans oublier que nous pourrions avoir aussi assez souvent le choix de nous taire ou bien de tourner cette fois notre pouce au-dessus du clavier, ce qui pourrait être utile, assez souvent, pour contenir ou limiter l'inflation verbale. Mais cette question de la responsabilité de chacun de nous, elle ne concerne pas seulement la parole. Et en jetant, pour la conférence de ce soir, un coup d'œil d'ensemble sur notre parcours à travers ces 4 livres, nous nous sommes rendus compte, Monique et moi, que nous parlons effectivement, dans chacun de ces livres, de responsabilité et de la nécessité de la réendosser. Quand il s'agit de prendre position face aux révolutions techniques, aux rêves de transformation entretenus par le transhumanisme, quand il s'agit de réinventer l'horizon du futur et de l'espoir collectif, quand il s'agit de résister à la tentation d'effacer toutes les limites et de tenter de repenser les usages de l'idée de limite, quand il s'agit de ne pas sombrer dans une parole mécanique, vide, inhumaine, c'est encore et toujours une affaire de responsabilité, assumée, réendossée et, si possible, réinventée. En fait, nous parlons toujours, de livre en livre, d'une attitude de fond envers la vie et envers le monde, d'une conscience d'avoir à répondre de nous-mêmes, de nos choix, à titre individuel comme à titre collectif. Seule cette responsabilité peut permettre de revisiter continuellement les contours de l'humain sans devenir inhumain. Nous vous remercions de votre attention et nous attendons avec plaisir vos questions, remarques, objections.